Du coup, de quoi on parle aujourd'hui? Donc, on ne va pas parler de la station spatiale, on va parler des panneaux qui l'alimentent pour dire qu'effectivement, le photovoltaïque est né de cette industrie de pointe. Donc, quatre grandes parties, les bases du PV, quelques points de vigilance, comment on peut valoriser l'électricité produite et très rapidement, les étapes et acteurs d'un projet pour introduire la réunion du 18 février. Donc, le photovoltaïque, on va s'intéresser essentiellement aux applications en toiture, à différents types d'applications, résidentielles, bâtiments publics, agricoles ou industriels, avec associés à des puissances assez différentes, donc qui vont aller de 3 kW crête à plusieurs centaines de kilowatts crête. On peut séparer ça en deux grandes applications, les sites isolés, les refuges de haute montagne, certaines applications particulières, des chantiers isolés, où il faut parler dans ce cas-là de stockage et de batterie, donc ça on ne parlera pas de cette partie-là aujourd'hui. Et puis les systèmes raccordés au réseau de distribution, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, sachant que la partie production photovoltaïque est la même dans les deux cas. Qu'est-ce que c'est qu'un système photovoltaïque? Donc on part de modules photovoltaïques qui vont capter l'énergie du soleil, produire en courant continu. On a ensuite des coffrets courant continu qui nous permettent d'isoler les panneaux photovoltaïques du reste de l'installation. Un onduleur qui permet de convertir le courant continu en courant alternatif. Un coffret côté courant alternatif et le tableau général basse tension. Et puis ensuite, on injecte sur le réseau, le point de livraison. Côté courant continu, la puissance est désignée en kilowatts crête ou en watts crête, qui correspond à la puissance du champ photovoltaïque. Côté courant alternatif, la puissance est en kVA et elle correspond à entre 80 et 100% de la puissance en kilowatts crête. Donc, plus précisément, cette puissance. La puissance en watts crête, c'est la puissance qui est mesurée dans les conditions standards, on appelle les conditions STC, irradiation standard, température de 25 degrés. Et c'est ce qui permet de comparer la performance des modules entre eux, c'est la base d'évaluation des modules, sachant que c'est une puissance que dans les faits, le module n'atteindra jamais. On a ensuite ce qu'on appelle le MPP, le point de puissance maximale. Donc pour chaque série de panneaux photovoltaïques, on a un point de puissance optimale, intensité, tension, et c'est l'onduleur qui va trouver ce point et qui va varier en fonction de l'ensoleillement et de l'état des modules. Et puis la puissance apparente, donc côté courant alternatif en kVA, qui est souvent dimensionné autour de 80% de la puissance en kW. Donc qu'est-ce qu'on a dans un kit PV? Les modules, le câblage et les connecteurs côté courant alternatif. Donc ça, c'est un point important puisque c'est du matériel qui est dédié au photovoltaïque et dédié au courant continu pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution. Un onduleur, les différents boîtiers côté courant continu ou courant alternatif, et puis ensuite un système d'intégration en toiture. Donc les modules, donc un module c'est un système laminé, une plaque en verre, des encapsulants EVA, donc c'est des plastiques autour des cellules photovoltaïques, un fil monté de l'art qui assure la protection arrière du panneau. Tout cela est monté dans un cadre aluminium pour protéger ce laminé et on vient fixer une boîte de jonction derrière. En gros, les panneaux actuels font 1 mètre sur 1,60 m, bien que maintenant on a des applications encore différentes, mais la majorité c'est ces dimensions standards. Les panneaux actuels, c'est entre 250 et 320 watts crête par panneau. Après, ça peut varier suivant l'ancienneté, suivant les choix de panneaux, la qualité des panneaux retenus. Et ce qui caractérise un panneau, c'est le rendement en pourcentage. Donc, à titre d'exemple, sans faire de grandes formules mathématiques, le pourcentage, 18%, correspond à 180 watts crête par mètre carré, vous multipliez par 10. Et donc, sur un panneau de 1 mètre par 1,60 m, vous donne une puissance crête de 280 watts crête. C'est l'indicateur qui vous permet qui vous donne l'information de l'occupation de la surface pour une certaine puissance installée.
Donc, pour construire un module, on utilise des cellules photovoltaïques. Donc, dans notre cas, la majorité des cellules, c'est au silicium. C'est un élément semi-conducteur qui permet de convertir la lumière en courant continu. Il est fabriqué à partir de sable qui est purifié, donc un matériau assez commun. Et la fabrication ressemble fortement à la fabrication, au procédé de fabrication de la microélectronique, à la différence près que la pureté du silicium qui est nécessaire pour fabriquer une cellule est un peu moins élevée que la pureté du silicium utilisé pour la microélectronique. Différents types de technologies, donc des cellules au silicium polycristallin ou monocristallin. Donc en haut, vous voyez une cellule polycristallin, donc c'est la solidification du lingot de silicium qui est différente par rapport au monocristallin, qui amène un rendement un petit peu inférieur. Donc, ces panneaux au silicium, c'est la grande majorité des panneaux installés et de ce que vous allez rencontrer a priori dans vos projets. Et on a ensuite les couches minces, donc à moins de 10% du marché, qui sont plutôt des niches. Derrière le panneau, on a une boîte de jonction. Donc, sur certains panneaux, ça peut être l'élément un petit peu fragile du panneau. Donc, ça fait partie aussi de la qualité du panneau, la qualité de la boîte de jonction. Sur ces boîtes de jonction, on va monter ce qu'on appelle les diodes bypass. C'est les 3 diodes que vous voyez ici. Ces diodes, elles ont l'utilité que dans le cas où il y a un ombrage ou une cellule qui est défaillante, comme vous pouvez le voir, toutes les cellules sont montées en série. Donc si une cellule est défaillante ou ombragée, sans diode, la totalité du panneau ne produit plus. En installant des diodes, donc on a une série de 3 diodes, cette diode-là va court-circuiter la rangée de cellules qui peut être défaillante, et donc le panneau va quand même continuer de produire. Alors il va produire à un point de puissance dégradé, mais il continuera de produire. Donc les diodes, c'est ce type de composant qui également doit être des fois un point de vigilance sur les panneaux. Comment on câble les différentes séries? Donc on met les modules en série pour constituer la tension requise au niveau de l'onduleur. Donc il faut être vigilant au câblage de ces séries en fonction des ombrages. Comme vous pouvez le voir à gauche, vous avez un ombrage. Si vous avez bien orienté vos séries de manière horizontale, il n'y a qu'une seule série qui est affectée, mais les autres séries pourront continuer de produire. Ce que vous voyez à droite, si les séries sont orientées donc de manière verticale, un ombrage qui couvre 4 panneaux va bloquer la production des 4 séries. Donc ça veut dire que si vous anticipez des ombrages sur un champ PV, que vous ne pouvez pas les réduire, c'est important de se poser la question du câblage des séries. L'onduleur. L'onduleur, donc, il sert à convertir le courant continu en courant alternatif pour pouvoir injecter sur le réseau. L'onduleur, pour chaque série de modules, va rechercher automatiquement le point de puissance maximum, donc optimiser la puissance de chaque série. Et il sert aussi à gérer l'interface avec le réseau. Donc la protection des biens et des personnes, c'est-à-dire que quand il y a une coupure de réseau, l'onduleur arrête de produire pour protéger les techniciens qui interviennent sur le réseau. Et on peut aussi contribuer à la qualité du réseau, puisque les onduleurs peuvent être paramétrés pour produire ou compenser de l'énergie réactive en fonction des instructions du gestionnaire de réseau. Donc, quel type d'onduleur on peut utiliser? Donc, on a ce qu'on appelle les onduleurs centralisés. Un seul onduleur pour tout le champ photovoltaïque. L'avantage, c'est que l'intervention sur l'onduleur est simplifiée. Et on a un seul point de récupération de toutes les données. L'inconvénient, c'est que quand on a une chaîne qui est affectée, qui dysfonctionne, ça peut affecter aussi le fonctionnement des autres chaînes. Et puis quand l'onduleur tombe en panne, on perd toute la production. On a des onduleurs série, donc un onduleur par série de modules. L'avantage, c'est que le dysfonctionnement d'une série n'affectera pas la série suivante.
L'inconvénient, c'est que ça fait un peu plus de matériel électronique. Et on a les micro-onduleurs, dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est un onduleur qui est installé directement derrière le module photovoltaïque. Donc, un onduleur par module. L'avantage des micro-onduleurs, c'est que quand il y a des ombrages ou des modules défaillants, ça n'affecte pas la production des autres modules. L'inconvénient, c'est que ça multiplie le nombre de composants électroniques, donc les risques de fragilité. Et surtout, en cas de défaillance du micro-onduleur, il faut intervenir sur la toiture, démonter le panneau et remplacer le micro-onduleur. Donc c'est une intervention qui est plus lourde que d'intervenir sur un onduleur qui est dans un local technique au sol. Alors ensuite, quelques exemples. Quelques exemples de chantier. Donc, en haut à gauche, vous pouvez voir une toiture terrasse. Donc, quand on ne peut pas fixer les panneaux sur une toiture terrasse, on utilise des bacs lestés. Ça permet de ne pas endommager l'étanchéité de la toiture terrasse. À droite, vous avez une pose sur une toiture avec des systèmes, des profilés drainants et puis un écran de sous-toiture pour assurer l'étanchéité. En dessous, vous avez des types de châssis qui seraient sur une toiture terrasse et puis le cheminement associé du câblage électrique. Et puis des systèmes de pose en couverture de toiture. Et en numéro 4, donc les coffrets de raccordement, les onduleurs dans le local onduleur avec le cheminement des câbles. Donc on voit qu'effectivement tout ça c'est bien propre. Et puis après, les compteurs et puis les coffrets de raccordement. Donc si on s'intéresse au calcul du productible, voilà, comment on peut s'y prendre? Donc le premier point, c'est d'identifier la toiture. Donc on peut utiliser le géoportail. Donc si on n'a pas de plan, on peut effectuer une mesure de surface qui sera un ordre de grandeur. Mesurer un azimut pour nous donner l'orientation de la toiture. Avec ces informations, on peut en déduire à partir de la surface une puissance potentielle à installer. Donc les ratios qu'on peut utiliser, c'est de 150 à 180 watts crête par mètre carré, en fonction des solutions de modules qu'on va choisir. À partir de cette puissance en watts crête, on peut obtenir un productible annuel. Donc soit on a le type de carte que vous voyez qui donne une idée des zones géographiques. Ça sera une évaluation pas forcément très précise. Sinon, on peut utiliser donc la carte de productible photovoltaïque. Donc là, ça vous permet de rentrer votre adresse et d'avoir un productible en kilowattheure par kilowatt crête, beaucoup plus précis. Et puis, si vous souhaitez voir une évolution annuelle, vous pouvez choisir d'avoir une évolution de la production sur plusieurs années. Ces informations-là, donc de productible kilowattheure par kilowatt crête, correspondent à des panneaux inclinés à 30 degrés orientés plein sud. Donc il vous faut rajouter un coefficient de conversion. Donc le schéma qu'on voit en bas donne les pourcentages, c'est plutôt visuel. Et puis vous avez le tableau en haut qui vous donne les pourcentages détaillés des coefficients de conversion. Donc, vous pouvez voir que 100% correspond à un panneau incliné à 30 degrés orienté plein sud. 70% un panneau vertical orienté plein sud. Et puis vous voyez que quand vous êtes plein est ou plein ouest en position verticale, vous avez un coefficient de 50%. Disons que l'inclinaison, on peut aller de 0 à 90 degrés, mais sachant qu'en général, on va sur les projets de 0 à 45 degrés. Et l'orientation optimum va de sud-est à sud-ouest.
Sachant qu'on peut aussi aller plein est ou plein est, voire nord-est ou nord-ouest. Dans le cas d'opérations en autoconsommation, ça permettra d'augmenter le palier de la durée de production, mais on va perdre effectivement en productible. Pour aller plus loin, on peut utiliser un logiciel émis par la Commission européenne, donc PVGIS, qui est un logiciel en ligne, qui vous permet vous choisissez vos coordonnées GPS, entrez votre puissance, orientation, inclinaison. PVGIS va utiliser un masque lointain qui est basé sur le relief. Vous pouvez rentrer un masque proche, un relevé de masque proche, et ça va vous donner l'avantage, ça vous donnera une production mensuelle un peu plus précise, une représentation physique de votre masque, que vous voyez ici dans ce cercle, et vous pourrez également télécharger des données horaires si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la répartition de la production en fonction des périodes de la journée. Et ce que vous voyez, ces touches CSV, c'est ça qui vous permet de télécharger des fichiers Excel avec des données mensuelles, quotidiennes ou horaires. Donc, je vous ai mis un certain nombre de liens afin de calculer le productible, d'outils qui sont disponibles. Donc, le premier, dans les monts du Lyonnais, il existe un cadastre solaire. Donc ça vous donne une première idée du productible potentiel, de la puissance installable. Et puis ensuite, donc là, vous aurez accès à la présentation, je vous laisserai regarder les différents liens. Les deux derniers liens, donc tous ces liens sont gratuits, sauf les deux derniers, AutoCalSol, qui est un logiciel émis par l'INES, et PVSys, qui sont des logiciels payants. AutoCalSol a la particularité de permettre de faire des évaluations d'autoconsommation assez fines. Donc si on parle d'autoconsommation, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est de ne pas vendre la totalité de votre production, mais de la valoriser au travers de votre consommation. Donc sur ce graphe, la partie qui est en bleu clair, en bas, donc ça correspond à votre consommation. La partie en bleu foncé, c'est votre pic de production, une belle journée ensoleillée. Et donc votre part d'autoconsommation, c'est ce qui est assuré en rouge. C'est ce que vous arrivez à autoconsommer directement de votre part produite. Et puis en bleu foncé, ce qui est au-dessus, c'est la part que vous allez injecter au réseau. Ça, c'est la théorie sur une journée, et il faut ensuite compiler ça sur des périodes annuelles. Donc là, c'est des courbes où on va un petit peu plus loin, qui utilisent AutoCalSol, où on a la courbe de charge en consommation en bleu. Donc on voit les pics journaliers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la période autour du 15 août. Souvent, quand on parle d'autoconsommation dans les industries, c'est le point qui peut poser problème. Et puis la période de décembre. Et en jaune, la consommation. Donc ça, c'est la vision annuelle. Et ensuite, on peut zoomer par période pour se rendre compte, dans ce cas précis, ça c'est un exemple, que la consommation, les pics de production en puissance de la consommation n'excèdent jamais le talon de consommation. Donc le taux d'autoconsommation est total. Alors, quelle est la différence entre autoconsommation et autoproduction? Le taux d'autoconsommation, c'est la part de votre production photovoltaïque que vous arrivez à consommer rapportée à votre production photovoltaïque totale. C'est différent du taux d'autoproduction. Le taux d'autoproduction, c'est la part de votre production photovoltaïque que vous arrivez à consommer rapportée à votre consommation électrique totale, qu'elle soit d'origine photovoltaïque ou du réseau. C'est ce taux qui représente votre entre guillemets, capacité d'autonomie ou de capacité à produire vous-même l'électricité dont vous avez besoin.
Donc, on peut prendre l'exemple précédent, taux d'autoconsommation 100%, on arrive à consommer l'intégralité de ce qu'on produit. Et sur du résidentiel, ce taux d'autoconsommation chez des particuliers, il est de l'ordre de 30%. Et ensuite, donc dans cet exemple, on voit qu'on a un taux d'autoconsommation de 100%, mais un taux d'autoproduction de 10%. On n'arrive pas à couvrir la totalité de ses besoins, mais 10% de taux d'autoproduction, c'est déjà honorable. Donc on en a terminé avec la première partie sur les bases du photovoltaïque. Alors je vais essayer de voir s'il y avait eu des questions, voir si on peut répondre à quelques questions. Si tu sais m'aider sur les... Frédéric, si tu permets, je peux apporter quelques compléments pendant que tout le monde pose ses questions, s'il y en a. Oui. Donc, on est rentré tout de suite dans finalement comment se compose tout un système photovoltaïque. Après, déjà, il y a beaucoup d'idées reçues sur cette filière et peut-être ce qu'on peut dire déjà, c'est que des panneaux photovoltaïques, comme tu l'as dit, c'est principalement du sable, de l'aluminium, donc il n'y a pas de matériaux rares. En tout cas, pas dans le panneau. Il peut y en avoir quelques-uns éventuellement dans tout ce qui est composants électroniques derrière, mais comme les téléphones, voilà. Au niveau du recyclage, on entend souvent, comme les éoliennes, comme le solaire, que le photovoltaïque ne se recycle pas. C'est faux, il se recycle à plus de 90%. La première usine européenne de recyclage, elle est en France. Au niveau de la dette énergétique, la dette environnementale, l'énergie qu'il a fallu pour produire ce panneau, généralement, le panneau le rembourse en seulement 1 an et demi de production. Il rembourse sa dette énergétique et un peu moins de 3 ans sur sa dette environnementale. Après, ça varie en fonction de si votre panneau il est à Lille ou à Marseille. Mais c'est entre 6 mois et 1 an et demi, on va dire. Un panneau, il est garanti 25 ans, sauf que on constate aujourd'hui que les panneaux fonctionnent encore très bien à 40 ans. Ils ont des petites pertes de rendement, mais tu y viendras peut-être un petit peu après. Mais ils ont 0,5% de perte de rendement par panneau par an. Donc, c'est ce qu'on considère. Et du coup, en fait, quand on voit l'essor de cette technologie-là, dont on parle depuis seulement une quinzaine d'années, on a bien vu une énorme baisse de coûts et à côté de ça, une amélioration des rendements. Et aujourd'hui, on a beaucoup de démarchage téléphonique, on a beaucoup de sociétés qui viennent et euh, qui vont proposer des tarifs qui sont très élevés. Voilà, et qui proposent souvent de l'autoconsommation en vous promettant que vous allez autoconsommer 80% de vos consommations. Donc, ce qu'on voit là, ce que tu as dit, effectivement, c'est on tourne généralement autour de 30%. Si vous voulez atteindre 80%, c'est possible, mais ça veut dire changer de mode de vie. Ça veut dire faire toutes ces consommations électriques généralement en journée. Voilà. Donc tout ça, ça se prend bien en compte, ça se réfléchit, et c'est pour ça que je vous Attends, mettrai. Jean-Baptiste, excuse-moi, je voudrais compléter. C'est Ouais, les consommations essentiellement en journée et au printemps et en été aussi. oui, tout à fait. Et pour conclure, simplement, tu as parlé du cadastre solaire. Effectivement, là, on a présenté plein d'outils pour aller vraiment dans le détail. Mais sinon, il y a le cadastre solaire. Je vous mettrai l'adresse dans la conversation. Euh, pour vous donner vraiment une première idée et de regarder le potentiel de votre toiture en tapant votre adresse. Si vous habitez dans le territoire des Monts du Lyonnais, vous pouvez voir ça. Et également, vous pouvez aussi contacter le parc Ecohabitat si jamais vous avez un devis, vous voulez une estimation sur un projet ou quoi que ce soit. Si vous voulez essayer de définir votre projet, vous pouvez contacter le parc Ecohabitat et pareil, je mettrai en lien le contact. Voilà. Je laisse la parole. Alors, il y a une question qui est posée. Comment dimensionner l'onduleur? Par exemple, si vous avez une puissance de 150, alors je vois watt crête, mais j'imagine que c'est 150 kW crête. Combien ça peut donner en kVA? Comment choisir l'onduleur adéquat? Donc, comment choisir l'onduleur? Donc, tout d'abord, en termes de puissance, si vous avez un champ photovoltaïque
de 150 kW crête, vous allez installer un onduleur qui va faire 90%. Vous avez un onduleur de 130-135 AVA. Comment choisir l'onduleur? Ce qu'il faut, c'est un onduleur qui corresponde aux séries que vous allez installer. Donc l'onduleur va être un savant mélange. Attends, JB? Avant que tu le fasses. C'est comme tu l'as pas. Beaucoup de bruit, voilà. Excusez-moi, il y avait un petit peu d'interface. Donc la sélection de l'onduleur va se faire en fonction des séries de votre champ photovoltaïque et des tensions que vous avez aux bornes de ces séries. Et cela, ça va définir les onduleurs que vous pouvez utiliser. Donc on va continuer. La deuxième partie, donc quelques points de vigilance. Donc tout d'abord sur les ombrages. Donc le cas qu'on étudie, c'est une toiture terrasse où on installe des châssis. Si les châssis sont trop proches, ils vont s'ombrager. La première rangée va faire de l'ombre à la deuxième rangée. Donc la règle, c'est de respecter une hauteur angulaire d'environ 18 degrés. Ça veut dire que vous avez la première rangée va ombrager la deuxième rangée, peut-être une dizaine de jours en décembre. La règle la plus simple, c'est de retenir qu'il faut éloigner les modules photovoltaïques de tous les obstacles d'environ 3 fois la hauteur de cet obstacle. Quand on a une rangée, on mesure la hauteur de la rangée, on s'éloigne de 3 fois la hauteur de la rangée. Et il en va de même quand il y a des acrotères ou des cheminées sur un bâtiment. Donc là, dans ce cas, par exemple, des châssis, maintenant, il arrive qu'on préfère, plutôt que de mettre des châssis parallèles, mettre des systèmes de ce type-là qui sont, au lieu d'être orientés plein sud, sont orientés est-ouest. Donc l'est à votre droite et l'ouest à votre gauche. Ça permet d'augmenter la surface du champ photovoltaïque, de modules photovoltaïques installés. Ensuite, concernant les masques, donc les logiciels du type PVGIS, eux, ils vous trouver les masques lointains, donc qui sont basés sur le relief. Donc si on prend un exemple, on prend le bâtiment qui est à gauche. En toiture, vous n'avez pas de masque proche, vous avez que le relief, donc ça vous donne ce relevé de masque. Donc en rouge, c'est toutes les périodes où toutes les zones masquées. Ce graphique que vous voyez représente la courbe du soleil. Donc la courbe la plus basse, c'est la courbe du soleil en hiver. La courbe la plus haute, c'est la courbe du soleil au 21 juin. Donc vous voyez que dans ce cas-là, le masque lointain n'est pas si pénalisant pour la production. Il est un petit peu pénalisant, mais pas trop, puisqu'il pénalise surtout tôt le matin et en fin de journée. On va dire que c'est un projet qui n'est pas très pénalisé, qui va rester viable. Par contre, si on reprend ce bâtiment et qu'on veut installer une ombrière de parking au pied du bâtiment, là, il faut faire un relevé de masque proche. Il n'y a pas de logiciel qui vous donne ça, il faut faire un relevé à la main. Et dans notre cas précis, le masque qu'on a relevé ressemble à ça. La zone de gauche, c'est le bâtiment qui, le matin, ombrage le parking. Et puis ce pic-là, c'est un arbre, un grand arbre orienté plein sud, et puis un autre bâtiment. Donc ce qu'on remarque, c'est que en fonction de la configuration du site, donc soit ça peut se voir sur le géoportail, soit c'est lors d'une visite, il peut être nécessaire de faire un relevé de masque proche pour s'assurer de la viabilité du projet. Également, ces masques que vous relevez, vous avez la possibilité de les rentrer dans le logiciel PVGIS et ça vous donnera la production réelle prenant en compte ce masque. Comment on mesure un masque? Donc voilà les outils qu'on
un masque proche qu'on utilise, une boussole. Alors, certaines boussoles font ce qu'on appelle clinomètre. Le clinomètre sert à relever la hauteur angulaire de votre obstacle. À gauche, vous voyez un rapporteur et un stylo. Là, c'est la méthode artisanale pour se bricoler un clinomètre. Et puis, vous reportez les points sur les courbes de trajectoire du Soleil. Donc, les courbes de trajectoire du Soleil, vous pouvez les trouver en libre accès sur le site du bureau d'études Enertech, entre autres. Il faut veiller à bien choisir la courbe de trajectoire qui correspond à votre latitude. Il y en a plus, il y en a un certain nombre pour la France. Et puis, le deuxième lien qui est ici, c'est un petit livret pédagogique qui avait été émis par Espul. Et donc, pages 14 et 15, on explique comment on se fabrique un clinomètre et comment on fait un relevé de masque proche. Une autre manière de vérifier les zones d'ombrage, c'est d'utiliser SketchUp. Et donc, en dessinant schématiquement votre toiture, les locaux techniques, les systèmes techniques, les cheminées, les acrotères, ça vous permet de détecter les zones où il y a des ombrages. Et donc, par exemple, dans notre cas, de décider que votre champ photovoltaïque, vous ne l'installerez des panneaux que dans cette zone-là pour éviter les ombrages des équipements techniques. En termes d'urbanisme, ce qui pourra vous intéresser sur vos projets, c'est les projets où les toitures sont installées sur des établissements recevant du public, notamment des établissements de collectivité. Donc un avis du SDIS est nécessaire. Il y a un certain nombre de recommandations techniques de la Commission centrale de sécurité à suivre, notamment un cheminement de 90 cm autour du champ PV. Donc ça, quand vous faites l'étude d'opportunité, il faut le prendre en compte puisque ça va diminuer votre surface de module photovoltaïque. Vous avez les coupures d'urgence et notamment la coupure d'urgence côté courant continu qui doit être au plus proche du champ photovoltaïque. Donc ça peut rajouter du câblage. Vous avez l'attestation de solidité à froid, c'est la structure. Donc vous devez avoir l'avis d'un contrôleur technique sur la résistance de la structure. Un certain nombre de fiches signalétiques à installer. Et puis en service, vous avez des vérifications des installations électriques par un bureau de contrôle. Et vous avez également, avant la mise en service, l'acceptation des travaux par le SDIS. Ça à prendre en compte dans la planification. En termes d'urbanisme, un point aussi, lors des différentes études d'opportunité ou le développement des projets, c'est le périmètre de protection des monuments historiques. Donc si vous êtes dans un périmètre, la concertation est obligatoire avec les architectes de bâtiments de France et il y aura une évaluation lors du dépôt de permis de construire. Pour trouver ces zones, donc soit localement vous connaissez l'endroit, vous avez une connaissance de votre territoire, soit vous pouvez utiliser l'Atlas des patrimoines, donc c'est l'extrait que vous voyez là. Vous pouvez saisir votre adresse et vous trouverez les bâtiments historiques et les zones de périmètre autour des bâtiments historiques. Un petit rappel sur le raccordement électrique, puisque lors des projets, la capacité de raccordement peut être un frein. Donc en France, le réseau est séparé en plusieurs tensions, donc jusqu'à 63 000 volts. Donc jusqu'à 400 volts, vous êtes en basse tension, et jusqu'à 63 000 volts, vous êtes en HTA, et puis ensuite en HTB. Ça, c'est un domaine que vous ne connaîtrez pas. En termes de raccordement, à retenir, donc pour une installation photovoltaïque, en dessous de 36 kVA, vous serez en raccordement basse tension inférieur. Entre 36 kVA et 250 kVA, vous serez en basse tension en sup.
Et ensuite, au-delà de 250 kVA, donc si vous avez l'occasion de suivre ce type de projet, c'est déjà des beaux projets, vous serez raccordé en HTA. Souvent, quand vous êtes sur un bâtiment public d'une certaine taille ou une industrie, vous êtes déjà raccordé en HTA. Donc le raccordement se fera sur le transformateur du bâtiment. Un autre point de vigilance, donc dans les plans d'affaires, donc l'investissement d'origine, prendre en compte modules, onduleurs, système électrique, les questions de structure, donc évaluation par un contrôleur technique pour les ERP, éventuellement renforcement de structure, les frais de chantier et puis les frais de raccordement qui peuvent être une grande interrogation, surtout si vous êtes en bout de ligne où du coup il peut y avoir des frais d'extension. En termes de charges, c'est important de bien évaluer vos charges annuelles dans les plans d'affaires. Donc prendre en compte entretien, maintenance, au moins une maintenance préventive, à savoir une visite préventive annuelle par un installateur avec un certain nombre de mesures sur le champ photovoltaïque pour anticiper les dérives du champ et ne pas les subir. En fonction des puissances, un système de supervision qui vous permet d'avoir votre production au jour le jour et surtout des alertes sur les dysfonctionnements. Alors sur les plus grosses puissances, avoir un service d'exploitation, ou sinon le réaliser vous-même. Les assurances, le TURP, un loyer éventuel, si vous louez l'accès à la toiture. Donc les intérêts, la rémunération des actionnaires, le cas échéant. La fiscalité, c'est-à-dire les taxes. Et puis les contrôles obligatoires dans le cas des ERP. Donc on a terminé la partie 2. Je regarde s'il y a quelques questions. Alors, je reviens en arrière. CAPEX. Le CAPEX, c'est les coûts d'investissement originaux et qu'on différencie de OPEX, qui sont les coûts opérationnels. Le TURP, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. C'est ce que vous devez régler annuellement pour que votre production photovoltaïque transite par le réseau électrique. À savoir que si vous êtes en autoconsommation totale, votre production ne transite pas par le réseau électrique, donc vous ne payez pas de TURP. Vous allez payer du TURP au premier électron que vous injectez sur le réseau. Donc, comment peut-on valoriser la production photovoltaïque? Donc, il existe 3 modèles économiques, sachant que techniquement, les électrons vont toujours au plus proche, donc ils vont aller à vos points de consommation, puis ensuite sur le réseau. Mais économiquement, vous pouvez vendre la totalité de votre production. On verra après quelles sont les modalités de vente. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez voir, c'est que vous voyez que vous avez 2 compteurs. Vous avez un compteur en consommation pour votre consommation et un compteur en production. Ça sera systématiquement le cas. Et aujourd'hui, si vous faites une demande de raccordement, Enedis vous demandera de changer vos compteurs pour un compteur communicant. Un autre modèle, donc, c'est l'autoconsommation partielle avec vente du surplus ou cession du surplus à titre gratuit. Ça, c'est le cas où votre surplus est de très faible quantité. Cette cession gratuite à Enedis n'est possible que pour une puissance inférieure à 3 kW crête. Pour des puissances plus élevées,
vous allez devoir trouver un responsable d'équilibre. Donc, on ne va pas aborder ce sujet plus loin. Donc, ce que vous voyez quand vous êtes en autoconsommation, un seul compteur qui compte en consommation et en injection. Il va compter ce que vous consommez du réseau et ce que vous injectez au réseau. Et le reste, donc la production photovoltaïque que vous consommez directement, n'est pas compté par le gestionnaire de réseau. Et vous avez l'autre option, la dernière option, autoconsommation totale. Vous êtes en capacité de consommer toute votre production, dans ce cas-là, sans injection. Ça diminue les démarches administratives, mais il faut dimensionner votre champ photovoltaïque par rapport à vos consommations ou dimensionner et adapter vos consommations à votre production photovoltaïque. Dans ces deux derniers modèles, vous allez faire des économies sur la facture d'électricité et, lors de la vente en surplus, avoir un petit complément de rémunération de vente de l'électricité que vous avez injectée sur le réseau. Comment vendre son électricité et notamment quels sont les dispositifs de soutien à la filière? Donc vous avez deux grands types de dispositifs. Le premier pour les systèmes de grande taille, donc au-delà de 100 kW crête aujourd'hui, sont ce qu'on appelle les appels d'offres nationaux. Donc appels d'offres bâtiment, appels d'offres autoconsommation, appels d'offres au sol. Donc ça c'est destiné aux projets d'une certaine taille et c'est des opérateurs spécialisés qui vont répondre à ce type d'appel d'offres. Donc, ce que vous voyez à droite, vous voyez des photos, c'est le type de centrale que vous allez retrouver dans ces appels d'offres. Pour les puissances inférieures à 100 kW crête, petit système, vous avez ce qu'on appelle l'obligation d'achat. C'est-à-dire que EDF, obligation d'achat, va acheter l'électricité au producteur à un tarif qui est bonifié par l'État pour aider la filière. Donc, vous avez différents seuils de tarifs, donc 3 kW crête et 9 kW crête que je n'ai pas remis, et puis ensuite 36 kW crête et 100 kW crête. Donc, c'est un peu la complexité du développement des projets, c'est que ça crée des effets de seuil et ça amène des fois à sous-dimensionner les toitures. Donc, vous pouvez voir à droite le type d'installation qu'on peut rencontrer sur ces puissances-là. Pour avoir droit à l'obligation d'achat, vous devez remplir un certain nombre d'exigences, donc que ce soit en termes architectural, de surimposition ou d'intégration au bâti. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre de châssis sur une toiture inclinée. Et il y a aussi des exigences en termes de qualification de l'installateur qui va réaliser votre installation. Alors, il y a une autre manière de valoriser l'électricité produite. C'est ce qu'on appelle la batterie virtuelle. Alors, c'est une niche, on va dire, mais on en parle parce que ce n'est pas complètement inintéressant. Et ça s'adresse surtout aux projets qui n'ont pas pu rentrer dans le cadre des obligations d'achat ou des appels d'offres. Et ça peut permettre de valoriser une production qu'on n'arrive pas à vendre dans le cadre des aides de l'État. Comment ça va se passer? C'est un opérateur, vous allez passer par un opérateur et quand vous injectez sur le réseau, il va compter l'électricité que vous avez injectée. Il va vous le mettre sur un compte. C'est un compte, c'est pas un compte, c'est pas une batterie technique, c'est juste un compte, c'est du papier, on va dire. Et quand vous consommez, vous allez d'abord tirer sur ce compte, puis ensuite tirer sur la fourniture réseau. Il y a un coût à ça.
Et il faut retenir que c'est intéressant uniquement quand vous n'êtes pas dans les cadres obligation d'achat ou appel d'offres. Et le dernier mode de valorisation de l'électricité, c'est ce qu'on appelle les PPA, donc Power Purchase Agreement. C'est de la vente au tarif du marché à un acheteur qui veut bien vous acheter votre électricité. Donc ça s'adresse aux grandes puissances essentiellement. Donc voilà pour la partie 3 sur la valorisation de l'électricité. Alors, pour reprendre, si on compare la vente du surplus et la vente totale, la vente du surplus, le kilowattheure est moins bien bonifié qu'en vente totale. Il est de l'ordre de 6 centimes le kilowattheure, alors qu'en vente totale, c'est entre 10 et 12 centimes. Donc aujourd'hui, pour un particulier ou une petite puissance, la vente totale est plus intéressante économiquement. Quelques ordres de grandeur. Une installation de 30 kW crête, c'est de l'ordre de 20 mètres carrés. Un 9 kW crête serait 60 mètres carrés. Un 36 kW crête, c'est de l'ordre de 200 mètres carrés. Et un 100 kW crête de l'ordre de 600 mètres carrés. Sachant que ces puissances, ces surfaces occupées pour une certaine puissance dépendent du module sélectionné et du rendement du module sélectionné. Donc, on va passer ensuite à l'étape 4, les étapes d'un projet. Donc, en simplifié, donc on démarre par les études. Donc, si besoin, études d'opportunité, puis études de faisabilité. À partir de ça, on peut décider de lancer le projet. Développe le projet. À cette occasion, on fera la demande de raccordement. Il faut savoir que dans le cadre de l'obligation d'achat, à partir du moment où la demande de raccordement complète est posée, vous avez 18 mois pour mettre en service. Au-delà de ces 18 mois, votre tarif d'achat diminue. Vous avez ensuite la réalisation et puis l'exploitation. Donc aujourd'hui, les plans d'affaires sont souvent faits sur 20 ans, ce qui correspond à l'obligation d'achat. Mais votre centrale va produire 30 ou 40 ans au moins. Tout dépend de la façon dont vous l'exploitez et le soin qui est apporté à la conduite de l'installation et aux opérations de maintenance. Pour les plus petites installations, pour avoir plus d'informations sur le détail du montage des projets, donc vous pouvez aller sur le site photovoltaïque.info et vous avez un onglet sur les différentes étapes et la chronologie des étapes qui peuvent vous aider à séquencer votre projet, puisqu'il y a un certain nombre de jalons à respecter et on peut s'y perdre. Donc vous allez démarrer par votre toiture, combien vous pouvez produire, faire vos choix de valorisation. Vous aurez ensuite les démarches, l'installateur, la demande de raccordement, les travaux et puis la mise en service. Ensuite, donc là, vous avez un détail beaucoup plus complet des différentes étapes et des différents intervenants et des acteurs. Donc, je ne vais pas le reprendre en détail aujourd'hui. Ça sera l'occasion de la réunion qui aura lieu le 18 février au Parc Eco-Habitat, où on va redétailler toutes ces étapes une par une et quels sont les intervenants, quels sont les documents requis, et puis on répondra aux différentes questions qui peuvent être plus poussées.
Donc, dans la présentation, voilà, je vous ai mis un certain nombre également de ressources bibliographiques pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, les liens, vous cliquez dessus, il y a les différents liens. Donc, Espul a émis un certain nombre de guides et de livrets. Les guides PACT sur les systèmes photovoltaïques et notamment le guide PACT sur les installations en autoconsommation sont assez bien faits et permettent de bien comprendre. L'AQC, l'agence qualité construction, a émis un certain nombre de documents et notamment les documents qui sont ces deux documents, dysfonctionnement électrique et méthode de dysfonctionnement de détection des dysfonctionnements électriques, permettent de bien comprendre les points de vigilance liés à l'exploitation. Et puis, sur une partie plus juridique, l'OFAT, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, a émis un guide aussi sur le cadre juridique en France. Également la norme de référence, donc le guide du TE C15712, donc c'est une norme, mais c'est très lisible, sur les exigences réglementaires d'une installation photovoltaïque qui sera raccordée au réseau. Et puis un dernier guide, alors ce guide, le guide de l'ADEME, recommandation à destination des porteurs de projets pour les installations de puissance inférieure à 100 kW crête. Donc à la différence des autres guides, ce guide n'est pas gratuit, celui-là est payant. Je vous remercie de votre attention et je vais essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, on va s'octroyer 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il y a une question est posée. J'ai un contrat de revente, comment le transformer en autoconsommation? Alors, la réponse est simple, vous ne pouvez pas. Ou alors, ça va vous coûter. C'est-à-dire que si vous décidez de changer de mode de valorisation de l'électricité, vous allez demander l'annulation de votre contrat de vente totale et vous allez devoir payer pour sortir de ce contrat au prorata du nombre d'années de production et du nombre d'années où EDF Obligation d'achat vous a racheté votre électricité. Surtout si vous avez un contrat de vente totale, je ne sais pas s'il est vieux ou pas, mais les contrats les plus anciens, c'est des tarifs assez intéressants. Donc je pense que avant de se lancer dans cette démarche, il vaut mieux reprendre votre plan d'affaires. En tout cas, en termes administratifs, cela va vous coûter de passer d'un contrat de vente totale à de l'autoconsommation. En termes techniques, ce n'est pas très compliqué, mais en termes administratifs, ce n'est pas forcément recommandé. Peut-être dire un mot aussi sur au niveau des approches qu'on peut avoir quand des sociétés viennent à nous. Souvent, on entend parler d'aide de l'État, tout ça. Est-ce que tu peux un petit peu faire un court point sur Oui. ça, sur cette fameuse aide de l'État et sur vraiment quelle est la solution la plus pertinente entre autoconsommation, vente de surplus, vente totale selon les projets? D'accord. Du coup, il y a un complément de question qui a été posé. Donc, puis-je rajouter des nouveaux panneaux en autoconsommation? Oui, vous pouvez. Cette nouvelle installation n'affectera pas votre contrat de vente totale si ce contrat a plus de 18 mois. C'est-à-dire que si votre contrat de vente totale que vous exploitez aujourd'hui a moins de 18 mois, vos panneaux en autoconsommation vont affecter la puissance installée de votre contrat de vente totale original et peuvent du coup affecter le tarif d'achat. Mais si votre installation existante actuelle a plus de 18 mois, oui, vous pouvez rajouter des nouveaux panneaux en autoconsommation avec ou sans vente du surplus. Ça dépend de votre projet. Pour répondre à la question, quand on vous démarche en mettant en avant les aides de l'État,
Donc, les aides de l'État pour le photovoltaïque se résument à ce que j'ai présenté, l'obligation d'achat et l'appel d'offres. C'est-à-dire que EDF Obligation d'achat va acheter votre électricité à un tarif bonifié. C'est ça l'aide de l'État. Et dans le cas de l'autoconsommation avec vente du surplus, vous avez ce qu'on appelle une prime à l'investissement qui dépend de la puissance installée. Donc ça, c'est souvent mis en avant. C'est une prime qui est versée sur 5 ans en fonction de la puissance que vous installez. L'effet rebond de cette prime, c'est que un certain nombre d'installateurs ont augmenté leurs tarifs. Pour répondre à la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Aujourd'hui, pour un particulier qui installe entre 3 et 9 kW crête, le plus intéressant économiquement, c'est la vente totale. Pour vérifier que vous choisissez le bon scénario de valorisation de votre électricité et que le devis qui vous est proposé est pertinent, vous pouvez utiliser le site qu'Espul a développé qui s'appelle Évaluer mon devis. Donc, vous avez le lien à la fin de la première partie. Dans ce site, vous pouvez évaluer votre production. Vous pouvez choisir si vous allez vous raccorder en vente totale, en vente du surplus ou en autoconsommation. Vous pouvez rentrer le devis de votre installateur, quel est le tarif proposé pour l'installation, les frais de raccordement que vous anticipez, et ça va vous donner une idée du temps de retour sur investissement et si votre installation sera rentable ou non à terme. Et ça vous permet de voir si le tarif qui vous est proposé est trop élevé, parce que c'est souvent un des problèmes qu'on rencontre, c'est que les tarifs proposés sont trop élevés. Et ça vous permet de comparer les différents scénarios et de voir en fonction de votre taux d'autoconsommation évolué si la vente totale ou l'autoconsommation est plus intéressante. L'autoconsommation va devenir intéressante quand vous avez un taux d'autoconsommation qui commence à être suffisamment élevé. Donc ça, c'est un plan d'affaires à réaliser et vous pouvez donc utiliser Évaluer mon devis. Alors, je vais répondre à… Donc, je vois la question. Si les nouveaux panneaux sont installés en vente totale, est-ce que c'est au tarif initial du contrat? Non. Vous avez deux options. Soit vous faites une augmentation de puissance, et donc les nouveaux panneaux seront au tarif actuel et les anciens panneaux seront au tarif initial du contrat. Et la répartition de la production entre les deux tarifs se fera au prorata des puissances installées. L'autre option, c'est de créer une deuxième centrale avec un deuxième point de raccordement et un deuxième compteur. Alors, ensuite, vous me demandez qu'est-ce qui va se passer sur le prochain module. Donc, le prochain module se fera physiquement, pas par webinaire, au parc Ecohabitat. Donc, le premier point sera une visite rapide de la centrale qui est au parc Ecohabitat pour voir les différents composants. Et ensuite, on présentera les différentes étapes et les différents acteurs d'un projet photovoltaïque au travers d'un jeu de rôle qu'on appelle donc un jeu de rôle assistance à maîtrise d'ouvrage en photovoltaïque. C'est-à-dire que par groupe, chacun aura un rôle en fonction de différents intervenants d'un projet avec la démarche de monter le projet de A à Z, d'identifier les différentes interfaces entre les différents intervenants et également de comprendre quelle documentation est requise et puis de se faire une idée des délais que cela peut représenter. Et puis, ça sera également l'occasion de répondre à vos questions. Et donc, je vous invite d'ailleurs, si vous avez des questions précises, à nous les transmettre avant cette réunion. Donc, vous pouvez passer par Jean-Baptiste Mouette du Parc Ecohabitat
pour que si les points sont un peu pointus, qu'on ait le temps de se préparer. La réunion aura lieu le 18 février à partir de 19h30 au Parc Cohabitat à Saint-Symphorien-sur-Coise. Et donc, vous avez le lien pour s'inscrire à la prochaine réunion qui vous apparaît sur le chat. Donc, je vous remercie à tous pour votre participation. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires sur ce webinaire afin que nous puissions l'améliorer. Et je vous dis donc à très bientôt, le 18 février. Alors, j'ai une question qui est posée. Est-ce que je peux refuser le compteur Linky? C'est une bonne question. Légalement, non. Et Enedis, donc le gestionnaire de réseau, a l'obligation d'installer des compteurs communicants. Donc, dès que vous allez faire une demande de raccordement ou une convention d'autoconsommation, Enedis la validera quand vous aurez un compteur communicant type Linky. Donc, si vous souhaitez vendre de l'électricité au réseau, vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas un compteur communicant ou si vous refusez d'installer un compteur communicant. Et si vous êtes en autoconsommation totale, votre convention d'autoconsommation ne sera pas validée par Enedis si vous refusez l'installation d'un compteur Linky. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je ne sais pas vous répondre, je sais juste vous dire qu'est-ce que légalement vous devez faire. Pour conclure, peut-être un dernier mot sur les jeudis après-midi auprès d'Espul, quand on a des questions vraiment techniques ou administratives. Oui, alors là, dans le cadre du centre de ressources photovoltaïques, donc qui est financé par l'ADEME, nous assurons une permanence téléphonique les jeudis après-midi. Donc, vous trouverez le numéro de téléphone et les horaires sur le site photovoltaïque.info. Alors, cette permanence est dédiée aux professionnels, aux collectivités, aux collectifs citoyens. Nous invitons les particuliers à contacter leur espace Info Énergie, parce que sinon, ça nous fait beaucoup trop de demandes. Et les espaces Info Énergie donc vous répondront dans la mesure de leur capacité et nous contacterons s'il y a des points particuliers. Donc, sur le site photovoltaïque.info, si vous descendez tout en bas du site, dans l'onglet Contact, vous trouverez le numéro de téléphone de la permanence. Et également, vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au travers d'un formulaire et on vous répondra par mail. Donc, c'est la même chose. Si vous êtes un particulier, donc, posez la question à votre espace Info Énergie et si vous êtes un professionnel, une collectivité, un collectif citoyen, un agriculteur, posez-nous vos questions en direct. Merci beaucoup Frédéric et merci à tout le monde pour cette écoute.